Ok, merci. Adieu. Merci. Bonsoir, chers auditeurs. Avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour continuer dans la même dynamique. Bien évidemment, avant d'entamer, nous allons essayer de rappeler ce que nous avons vu hier. Donc hier, je vous ai dit que le module avait deux parties, deux sections. La première section, c'est la gestion de la force de vente au niveau du marketing traditionnel et puis la gestion de la force de vente au niveau du marketing digital. Donc il y a deux sections, section 1 et section 2. Donc au niveau de section 1, il est primordial qu'on puisse rappeler toutes ces notions-là afin que vous puissiez, n'est-ce pas, les adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, à savoir le digital. Donc il est bien de le rappeler. Donc voilà pourquoi nous sommes dans cette dynamique-là. Et pour cela, le premier point au niveau du marketing traditionnel, nous avons parlé de la fonction commerciale. Parce que tu sois quelqu'un qui est commercial, tu travailles dans la fonction commerciale, tout ce qui a trait à la fonction commerciale, vous travaillez dans le département commercial. Donc nous avons vu ce que c'est que la fonction commerciale, nous avons défini ce que c'est que la fonction commerciale. Ensuite, nous avons donné les différentes organisations de l'entreprise. Et nous avons identifié ensemble ces organisations, à savoir l'organisation par fonction, l'organisation par produit, l'organisation par marché, l'organisation par client et puis l'organisation complexe. Voilà. Et il faudrait savoir à quel moment on utilise ce type d'organisation. Voilà. Ensuite, dans le deuxième point de cette première section, nous avons vu aussi la structure de la force de vente, c'est-à-dire le squelette de la force de vente, le squelette de l'équipe de vente. Donc tout d'abord, dans ce point, nous avons parlé, n'est-ce pas, des missions de la force de vente, à savoir la vente, la prospection, la remontée d'informations, le développement de l'image de l'entreprise, etc. Et nous avons abouti, n'est-ce pas, aux fonctions de l'équipe de vente. Et nous avons dit au niveau de la fonction de l'équipe de vente que lorsque vous finissez votre diplôme en commerce, vous êtes appelé à être un commercial, c'est-à-dire un vendeur. Ensuite, lorsque vous excellez, vous êtes chef de vente. Ensuite, vous devenez directeur de vente et si possible directeur commercial. Et chacun a un rôle bien précis, bien défini. Voilà. Et à la suite de cela, nous avons vu les différents types de structures. Voilà. À l'instar des organisations, nous avons les mêmes structures. Donc nous avons d'abord la structure par produit. Ça veut dire que lorsque l'entreprise vend des produits homogènes, des produits hétérogènes, autant pour moi, des produits hétérogènes, ça veut dire en français, ça veut dire que les produits qui ne se ressemblent pas, des produits techniques, des produits complexes. Voilà simplement. Ça veut dire que quelqu'un qui vend un portable et il vend un bic. Donc les produits sont diamétralement opposés. Ils ne sont pas dans le même sens, ne sont pas des produits complémentaires. Donc il va falloir chercher un vendeur de portable et un vendeur de marqueur. Voilà, donc celui qui vend portable ne peut pas vendre marqueur, donc structure par produit. Ensuite, nous avons la structure par marché ou bien la structure par client. Ça veut dire que lorsque l'entreprise a affaire à une clientèle très diversifiée, qui n'ont pas les mêmes caractéristiques, qui ne présentent pas les mêmes besoins, alors l'entreprise peut s'organiser par client ou bien par marché. Partant de ce fait que dans le marketing fondamental, nous disons que le marché au niveau marketing est l'ensemble des personnes physiques ou morales, n'est-ce pas, capables de procéder à un achat permettant de satisfaire leurs besoins. Donc c'est l'ensemble des clients actuels et potentiels d'une entreprise de marché. Donc structure par marché. Donc si nous avons les gros clients, les moyens clients et les petits clients, donc au niveau de la structure par marché ou bien par client, il y a un vendeur, un commercial spécialisé, n'est-ce pas, des gros clients, un vendeur spécialisé des moyens clients, un vendeur spécialisé pour les petits clients. Donc c'est ce qu'on appelle la structure par client ou bien par marché. Donc quand l'entreprise s'adresse à une clientèle très diversifiée, plusieurs types de clients. Nous avons ensuite la structure par zone géographique ou bien si vous voulez la structure par secteur. Cette structure est utilisée lorsque l'entreprise fabrique des produits homogènes adressés à une clientèle homogène ou bien lorsque on parle, n'est-ce pas, que l'entreprise s'établit sur
plusieurs régions, ou bien si l'entreprise doit opérer sur un territoire qui est vaste comme la Côte d'Ivoire, alors la structure adaptée, ce sera, n'est-ce pas, la structure par secteur. Afin que chaque vendeur soit à l'intérieur de son secteur pour vendre les produits de l'entreprise, pour ne pas que l'entreprise rate quelques clients. Voilà ce qu'on appelle la structure par zone géographique. Ensuite, nous avons vu la structure par mission. La structure par mission, c'est-à-dire lorsque l'entreprise a plusieurs tâches différentes à accomplir, alors l'entreprise peut s'organiser par tâches, voire par mission, d'où la structure par mission. Donc il y a des vendeurs qui seront chargés de vendre les produits de l'entreprise, un vendeur qui sera chargé de faire la prospection, un client qui sera chargé de faire le service après vente. Donc si chaque vendeur a un rôle très précis, alors nous parlons de la structure par mission. Ensuite, nous avons parlé, n'est-ce pas, dans le même cours, nous avons parlé, n'est-ce pas, de la structure complexe ou bien la structure mixte. Il s'agit simplement de la combinaison de deux structures, si vous voulez. Donc voilà où on dit structure mixte ou bien structure complexe. Ça veut dire que vous prenez la structure géographique doublée d'une structure par produit, ça vous donne une structure mixte, tout simplement. La structure mixte, c'est la combinaison de deux structures. Voilà, ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons par exemple 5 régions. S'il y a un chef de vente au niveau de chaque région, ou bien un directeur de vente au niveau de chaque région, alors l'entreprise, n'est-ce pas, aura en dessous des directeurs de vente des chefs de vente produit A et chefs de vente produit B. Donc voilà la structure par, n'est-ce pas, par structure mixte. Bien, et lorsque nous finissons les différentes structures, nous avons attaqué, n'est-ce pas, le réseau de vente. Le réseau de vente, la définition du réseau de vente n'est rien d'autre que l'ensemble des personnes physiques ou morales, n'est-ce pas, capables, n'est-ce pas, l'ensemble des personnes physiques ou morales qui contribuent à la vente de produits. Voilà ce que c'est que le réseau de vente. Et à l'instar du réseau de vente, nous parlerons de quelques concepts, à savoir, n'est-ce pas, le canal, qui est la voie d'acheminement du produit depuis le producteur jusqu'au consommateur final. Le circuit est l'ensemble des canaux utilisés. Et la différence entre le canal et le circuit de distribution, c'est simple. Je prends un exemple, par exemple, si vous produisez un article et que les boutiques montagnaises uniquement distribuent vos produits, alors les boutiques montagnaises deviennent, n'est-ce pas, votre canal de distribution. Maintenant, lorsqu'il y a les boutiques montagnaises, il y a les supermarchés, il y a les formes particulières au marché. Donc ça veut dire que vous avez, n'est-ce pas, le canal des formes au marché, le canal des grossistes, le canal des pharmacies. Donc tout cet ensemble forme ce qu'on appelle le circuit de distribution. Bien. Et ensuite, après cela, nous avons vu les critères de choix du candidat qui veut postuler à un poste. Alors, les critères, n'est-ce pas, les critères de choix d'un circuit de distribution. Donc, pour choisir un circuit de distribution, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord regarder la nature du produit. Voilà. En fonction de la nature du produit, tu verras est-ce qu'il est capable de vendre ton produit ou pas. Ensuite, il faudra regarder l'efficacité. Est-ce que ce distributeur vend assez de produits? Ensuite, nous avons, n'est-ce pas, la rentabilité. Est-ce que ce distributeur est rentable? Voilà, celui qui est rentable, c'est lui qui recherche moins dans la marge que le producteur lui-même. Mais celui qui veut des parts égales avec le producteur ou bien l'entreprise, c'est quelqu'un qui n'est pas rentable.
Bien. Ensuite, nous avons vu, n'est-ce pas, les types de réseaux de vente. Nous avons le réseau interne et le réseau externe. Donc, le réseau de vente interne, c'est ceux qui travaillent au sein de l'entreprise et qui appartiennent à l'entreprise. Et le réseau de vente externe, c'est ceux qui n'appartiennent pas à l'entreprise. Donc, voilà un peu les types de réseaux. Ensuite, il faudrait savoir, on avait oublié ça, il y a plusieurs types de circuits. Nous avons le circuit ultra court, le circuit direct, où par exemple, il n'y a pas d'intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Maintenant, nous avons le circuit court. Le circuit court, ça veut dire qu'il y a un seul intermédiaire entre le producteur et le vendeur. Et circuit long, nous avons deux voire plusieurs interlocuteurs. Donc voilà les différents circuits ainsi présentés. Ensuite, nous avons vu dans le même pour, n'est-ce pas? Nous avons vu, qu'est-ce que nous avons vu encore? Nous avons vu les différentes stratégies de distribution, à savoir la stratégie intensive, qui consiste à disposer le produit dans le maximum de points de vente. Nous avons la stratégie sélective, qui consiste, n'est-ce pas, à choisir les produits selon des critères bien définis. Et cela consiste à sélectionner les distributeurs selon des critères bien définis. Ensuite, nous avons la structure exclusive, distribution exclusive, qui consiste à choisir un distributeur sur un territoire géographique donné à qui on donne l'exclusivité de la vente de nos produits. Bien, et ensuite nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'animation et de l'audit du réseau. Nous avons dit qu'il est primordial qu'on puisse animer le réseau. Voilà, on ne peut pas se lever pour travailler dans une enceinte et on se teste toute la journée. Donc, il faudrait animer le réseau de vente. Et à côté de cela, il faudrait aussi contrôler le réseau de vente. Voilà, bon, voilà ce que nous avons été hier. Et aujourd'hui, nous allons parler, n'est-ce pas, de la typologie de la force de vente. Si vous voulez aussi, c'est les différents types de vendeurs. Donc, pour distinguer les différents types de vendeurs, il faudrait que les gens maîtrisent quelque chose d'abord. Donc, il faut maîtriser ce qui est passé. Donc, ça va nous permettre de parler de la typologie des vendeurs. Donc, bien d'abord, pour distinguer, n'est-ce pas, ces différents types de vendeurs, nous avons trois critères sur la table. D'abord, le critère du lieu de travail. En fonction du lieu de travail, nous avons deux types de commerciaux. Le vendeur itinérant et le vendeur sédentaire. Le vendeur itinérant, c'est celui qui va à la recherche de la, n'est-ce pas, le vendeur sédentaire. Le vendeur itinérant, c'est celui qui va à la recherche de la clientèle. Tandis que le vendeur sédentaire, c'est celui qui reçoit le client au lieu, au point de vente. Voilà. Donc voilà les deux types de clients en fonction, n'est-ce pas, en fonction, n'est-ce pas, du lieu de travail. Ensuite, nous avons le critère de lien de subordination. Donc, selon le lien de subordination, nous avons deux équipes, n'est-ce pas, deux types de vendeurs. Nous avons d'abord la force de vente propre et la force de vente déléguée. Maintenant, la force de vente propre, ce sont l'ensemble des vendeurs qui appartiennent à l'entreprise et qui ont signé un contrat de travail. Entre autres, nous avons VRP exclusif. Ça dit salarié, VRP exclusif veut dire voyageurs représentant placés. Ensuite, nous avons les salariés de droit commun. Ce sont des personnes qui travaillent, n'est-ce pas, et qui ont signé un contrat de travail avec l'entreprise. Et donc, ce statut-là a ses avantages et inconvénients, ainsi que pour le vendeur lui-même, ainsi que pour l'entreprise. Voilà.
Ensuite, nous avons la force de vente déléguée. La force de vente déléguée n'est rien d'autre que les VRP multi-4 et les agents commerciaux, les coursiers, etc. Donc, avec la force de vente externe, et n'est-ce pas, nous avons des vendeurs qui sont installés à leur propre compte. Ils agissent par mandat souvent. Voilà, donc la force de vente propre, la force de vente déléguée, c'est l'ensemble des vendeurs indépendamment installés à leur propre compte. Un exemple, vous avez plusieurs exemples dans le cours, voilà, qu'on va vous donner, etc. Ensuite, nous avons parlé du lieu de travail, du lien de... le lien de quoi? Voilà, la force de vente propre et la force de vente déléguée. Nous avons donné des exemples, voilà, tout simplement. Maintenant, quel est le critère maintenant? Nous avons le critère du statut juridique. Au niveau du critère du statut juridique, nous avons deux types de clients. Nous avons la force de vente salariée et la force de vente non salariée. La force de vente salariée, ce sont les VRP exclusifs, tout simplement. Et les salariés de droit commun. Maintenant, nous avons maintenant deuxième type de vendeur, la force de vente non salariée. Il n'est rien d'autre que les agents commerciaux, les VRP multi-4, etc. Donc voilà les deux types de clients, les deux types de vendeurs qu'il faudrait maîtriser. Maintenant, nous avons parlé tout à l'heure du VRP exclusif. Ça veut dire simplement le VRP exclusif, ça veut dire voyageur V, représentant R, P, placé. Donc voyageur, représentant, placé. Et pour obtenir le statut de VRP, il faudrait remplir les conditions suivantes, ou bien les conditions précédentes. Il faut travailler pendant, n'est-ce pas, au minimum 45 semaines, voire plus. Ensuite, il faudrait séparer, il faudrait, n'est-ce pas, il faudrait travailler pendant 52 semaines. Mais si on vous a dit que les vendeurs travaillent 52 semaines, il faudrait savoir qu'un seul vendeur ne travaille pas tous les 52 semaines. Donc nous avons la force de vente salariée, la force de vente non salariée, tout simplement, les VRP médicaux et les agents commerciaux. Donc voilà les différents types de vendeurs qu'on peut avoir, n'est-ce pas, au sein d'une équipe de vente. Ça dépend du contrat. Nous sommes en train de parler des différents statuts des vendeurs. Voilà. Bien, donc voilà la typologie la typologie des vendeurs. Voilà, nous avons distingué les vendeurs selon trois critères: le lieu de travail, le statut juridique et puis le lien de subordination. Voilà, donc étant en entreprise, vous allez vous retrouver, est-ce que vous êtes agent commercial, c'est-à-dire freelance, ou bien soit vous êtes un VRP exclusif, ou bien soit salarié de droit commun, etc. Donc c'est à vous de pouvoir, lorsque vous êtes entrepreneur, quel est le type de vendeur que vous allez recruter, quel est le statut que vous allez lui donner dans l'entreprise afin d'augmenter le chiffre d'affaires. Bien, voilà le chapitre 4, si vous voulez, le grand 4, n'est-ce pas, la typologie de la force de vente. Bien. Si vous connaissez maintenant les statuts auxquels auxquels vous pouvez, n'est-ce pas, vous adresser, alors il va falloir que l'entreprise cherche à déterminer maintenant la taille optimale de la force de vente. Et qu'est-ce que c'est que la taille de la force de vente? Donc il faudrait savoir que la taille de la force de vente, c'est le nombre de vendeurs nécessaires et suffisant
pour une entreprise, tout simplement. Donc voilà ce que c'est que la taille de la force de vente. Ça, il faut le connaître d'abord. Bien. Et il faut savoir que il y a 3 méthodes de détermination de la taille de la force de vente. Ok? D'abord, nous avons la méthode basée sur l'achat et le travail. Nous avons la méthode de l'analyse marginale. Et nous avons la méthode basée sur, n'est-ce pas, basée sur l'existence d'une relation entre le chiffre d'affaires et les vendeurs. Donc voilà ces 3. Donc tout d'abord au niveau de l'achat et du travail, nous allons énumérer les étapes qu'il faut connaître par cœur. Donc au niveau de l'achat et du travail, il faudrait d'abord, regrouper les vendeurs, ou bien regrouper les distributeurs, ou bien si vous voulez les clients, par catégorie, n'est-ce pas, de chiffre d'affaires. Okay. Donc, catégorie de chiffre d'affaires ou bien par volume d'achat. Si ce client-là, il y a 2 clients qui achètent avec vous au prix de gros, alors vous allez les classer comme des grossistes. Maintenant, s'il y a certains qui payent les produits avec vous plus de demi-gros, vous allez dire que ce sont des semi ou bien moyens clients. Si ceux qui payent à petit prix, alors on peut les appeler, n'est-ce pas, les petits clients. Donc il peut y avoir les supermarchés, les magasins mauritaniens, les femmes en angot. Donc on peut avoir tout ça dans un cas. Donc lorsque vous avez ça, au niveau de l'achat et du travail, vous déterminez les noms et les effectifs. Après ça, vous déterminez la fréquence de visible souhaitable chez un seul client. Donc ce qui vous amène à faire, n'est-ce pas, le tableau de la détermination de la taille de la force de vente. Donc quand vous voulez faire la méthode de l'achat et du travail, ce que si on va vous demander ça à l'examen, c'est bon de le savoir. Donc il faudrait d'abord, la première étape, il faudrait trouver les clients, c'est-à-dire leur nom. Donc ici on aura un gros client et ici on aura moyen client. Et puis ici on a leur nombre. Si on a leur nombre, ici on aura par exemple 200 et puis ici on aura 400. Maintenant, lorsque vous déterminez la première étape de la méthode de l'achat et du travail, c'est de déterminer, identifier, n'est-ce pas, les noms des clients et leurs effectifs. Et la deuxième étape, c'est de déterminer, n'est-ce pas, les fréquences de visite. Donc, ici, nous avons fréquence de visite. Donc, on peut te dire, les visites chez les gros clients sont d'une visite chaque 2 mois. Donc, X visite va correspondre à 12 mois. Ce qui va nous donner X égale à 2 fois 1 sur 2. Donc, ça vous donne 6. Donc, la fréquence de visite égale à 6. Ça veut dire que les 200 clients, là, il y a un qui reçoit, n'est-ce pas, 6 visiteurs, n'est-ce pas, 6 visites dans l'année. Donc, chaque personne dans les 200 clients, gros clients, reçoit 6 visites dans l'année. Ensuite, les moyens clients. On peut les dire les moyens clients. C'est ceux qui, eux, ils reçoivent 2 visites le premier semestre et 3 visites le deuxième semestre. Donc, ça veut comme aujourd'hui, ça fait 5. Donc voilà la deuxième étape, voilà la première étape, voilà la deuxième étape, la détermination de la taille de la force de vente selon l'achat et le travail. Ensuite, quand vous finissez, vous multipliez, n'est-ce pas, le nombre de clients par la visite, puisqu'il y a un seul client qui reçoit. Donc vous aurez, n'est-ce pas, 200 fois 6.
Donc ici, ça nous donne 12 et on ajoute les 2. 1200. 400 fois 5, 4 fois 5, ça fait 20. Donc vous ajoutez 2 euros. Donc ça fait 2000. Donc vous pouvez la charge de travail. La charge de travail c'est égal à celle-là plus celle-là. Donc nous aurons 0, 0, nous aurons 2 et nous aurons 3. Donc voilà la charge de travail. Donc qui parle du travail du vendeur parle en termes de visite. Voilà, de tournée. Donc 3200 visites. Donc voilà la troisième étape. Donc ici, vous avez la première étape. Et ici, vous avez la deuxième étape. Et ici, vous avez la troisième étape. Maintenant, la quatrième étape pour déterminer le nombre de vendeurs selon la méthode, selon la charge de travail, il faut poser, n'est-ce pas, la formule qui est N égale à la charge de travail annuelle sur le potentiel. Donc, ça nous permet de chercher ça, et ça, c'est ça qui est là. Charge de travail égale à 3200. Donc, nous allons chercher le potentiel maintenant. Le potentiel, on peut vous dire que, voilà, nombre de semaines égale à 52 moins. On peut dire 5 semaines de congé plus 1, plus 1, plus 1. Donc, ça fait 8. Donc, nombre de semaines, ça sera 44. Donc, par exemple, ils vont te dire maintenant, on va convertir le nombre de semaines en jours. Donc, on travaille, par exemple, un exemple, on travaille 5 jours dans la semaine en Côte d'Ivoire, mais les 5 jours, ils ne travaillent pas, il y a une journée qui est consacrée à la réunion. Donc, ça sera 4 moins 1, le tout multiplié par 44. Donc, ça va vous donner, n'est-ce pas, non, 5 moins 1. Voilà, 5 moins 1. Voilà, le nombre de jours de travail en Côte d'Ivoire moins 1, puisqu'il y a une journée qui est consacrée à la prospection ou au travail administratif. Ça fait 4 fois 4, et 4 fois 44. Donc vous aurez 4 fois 4, ça fait 16. Voilà, et 4 fois 4, ça fait 16, ça fait 17, ça fait 176. Donc, vous allez les marquer aussi dans le sujet, on vous dit par jour, l'entreprise par jour, le vendeur peut effectuer, n'est-ce pas, 2 visites par jour. Donc on va convertir le nombre de jours en visites. Donc ça sera à 176 fois 2. Voilà simplement. Donc ça sera ici 12. 7 fois 2, 14, 15. 1 fois 2, 2. Ça fait 3. Donc ça donne 352. Voilà. C'est ça? On va vérifier tout à l'heure. Est-ce que ça nous donne le même résultat ensemble? Voilà. Nous aurons 176 fois 2. 176 fois 2. Nous allons vérifier ensemble. 76 fois 2. Voilà, c'est ça, 350. Effectivement, j'ai trouvé. Donc, voilà. Donc si on dit 2 visites par jour, on prend le nombre de jours multiplié par la visite qui vous donne le potentiel. Et N c'est égal à quoi? 3200 sur 1352. Donc, ça nous permet de calculer, n'est-ce pas, la taille de la force de vente. Voilà, ça nous fait 9 vendeurs. Donc nous aurons ici 9,9 égale à 9 vendeurs. Voilà. Donc voilà comment on détermine la taille de la force de vente selon la méthode, n'est-ce pas, basée sur la charge de travail. D'abord, il y a 5 étapes. Vous déterminez d'abord les différents types de clients avec leur effectif. Après, vous déterminez la fréquence de visite. C'est-à-dire que la fréquence de visite souhaitable chez chaque client dans l'année. Ensuite, nous allons chercher, n'est-ce pas, la charge de travail en visite en multipliant le nombre de clients par la fréquence de visite. Donc, quand on trouve, on fait
n'est-ce pas, la somme, et ça nous donne la charge annuelle de travail de tes enfants dans l'année ou bien des vendeurs dans l'année. Par exemple, c'était tes enfants qui étaient des vendeurs. Bien, ensuite, la quatrième étape, vous déterminez le potentiel. Potentiel, ça veut dire que vous prenez un seul vendeur, qu'est-ce qu'il peut faire compte tenu de ses tâches annexes. Donc, c'est ce que nous avons fait. Et puis après, nous avons fait le rapport entre les deux. Et ça nous a donné 9 vendeurs. Donc, voilà ce qu'on appelle la méthode basée sur la charge de travail. Voilà. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Nous avons la méthode de l'analyse marginale. Et la méthode de l'analyse marginale stipule quoi? Elle stipule pour dire, tant que le revenu marginal est supérieur au coût marginal, alors on peut recruter des nouveaux vendeurs. Donc j'explique souvent à mes étudiants de la sorte, je dis bon, cette méthode-là se base sur le but, n'est-ce pas, des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont quoi? Comment? Lorsqu'on augmente le salaire, il augmente ses charges. Lorsqu'on augmente son salaire, il augmente les charges. Donc c'est la même chose au niveau de l'analyse marginale. Tant que le revenu marginal est supérieur au coût marginal, voilà, donc vous pouvez recruter, donc on peut recruter, n'est-ce pas, des vendeurs. Voilà. Donc d'autres diront, mais comment on calcule? On ne va pas vous amener avec ça à l'examen, mais je le montre pour plus de connaissances, pour que tu aies, n'est-ce pas, une notion de cela. Donc souvent, c'est dans un tableau, on vous donne avec des données historiques. Avec des données historiques, et nous avons ça. Donc, ok. Donc ici, nous avons revenu marginal, et ici, nous avons le coût. Voilà. Donc ici, nous allons avoir le revenu total, si vous voulez, et puis nous avons le revenu marginal ici. Voilà, c'était mal fait. Donc ici, c'est de mettre le revenu. Voilà, ici est R. Voilà, simplement, ici nous aurons le coût total et puis le coût marginal. Donc je vais prendre deux exemples. Donc au niveau de l'analyse marginale, c'est un seul principe. Quand que le revenu marginal est supérieur au coût marginal, alors il faudrait recruter. Ça veut dire que tu gagnes plus bas. Donc ici par exemple, nous aurons quel produit par exemple ici, voilà, nous aurons par exemple le revenu total, nous aurons 220 000, hein, 330 000, 476 000, et puis ici nous aurons 100 000, 200 000, 300 000 et voilà, nous avons 300, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque fois, on calcule le revenu marginal et le coût marginal. Et lorsqu'on arrive ici, par exemple, on peut constater que le revenu marginal est égal à 80 000. Et puis ici, le coût marginal est égal à 100 000. Donc, par exemple, ici on va mettre le nombre de vendeurs, 1 vendeur, 2 vendeurs, 3 vendeurs. Déjà, dans le tableau, on te donne le nombre de vendeurs au niveau de l'analyse marginale, mais c'est à toi de calculer le revenu marginal et le coût marginal. Quelqu'un me demandait, mais comment, monsieur, comment on calcule le coût marginal et le revenu marginal? Le revenu marginal, si vous voulez, égal à C, ça égale à, n'est-ce pas, le revenu 2 moins le revenu 1. C'est la même chose, hein. Donc nous allons prendre par exemple ça, moins ça. On met le résultat ici. Ça, n'est-ce pas, moins celui-là et on met le résultat ici. C'est la même chose ici. Ici, nous n'avons pas. On va prendre 200 000 moins 100 000, ça fait 100 000. 300 000 moins 200 000, ça fait 100 000. Voilà. Donc, vous allez voir que ici, le coût marginal est supérieur ici au revenu marginal. Donc, s'il prend troisième vendeur,
il va faire une perte. Donc, il va prendre que 2 vendeurs. Donc, voilà le principe de l'analyse marginale. Ensuite, au niveau de la détermination de la force de vente, nous avons aussi parlé de la détermination de la taille de la force de vente en fonction, n'est-ce pas, se reposant, n'est-ce pas, sur l'existence d'un lien entre le chiffre d'affaires et, n'est-ce pas, le nombre de vendeurs. Donc, c'est ce que nous avons fait tout à l'heure. Donc, nous avons la méthode basée sur la relation entre le chiffre d'affaires et, n'est-ce pas, le nombre de vendeurs. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, est-ce que lorsque l'entreprise recrute plus de vendeurs, ça lui permet d'atteindre son chiffre d'affaires élevé? Est-ce qu'il y a un lien? Voilà. Donc, à ce niveau-là, d'abord, il y a 2 cas dans cette méthode-là, cette analyse. Nous avons, lorsque il n'y a pas de données historiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de ventes passées, on estime le chiffre d'affaires prévisionnel. Voilà. On dit voilà le chiffre d'affaires qu'on veut faire. Maintenant, ensuite, on dit bon, si on doit faire ce chiffre d'affaires là, on aura combien de chiffre d'affaires par vendeur? Donc c'est simple. Donc le nombre de vendeurs c'est égal au chiffre d'affaires prévisionnel sur le chiffre d'affaires du vendeur. C'est tout. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire c'est une règle de 3. Un vendeur équivaut à chiffre d'affaires par vendeur. Maintenant, X vendeurs pour le chiffre d'affaires prévisionnel. Donc, ça serait égal à, n'est-ce pas, chiffre d'affaires vendeur fois X égale à 1 fois CA. Donc, X serait égal à CA sur chiffre d'affaires par vendeur. Voilà. Donc, c'est ce que nous avons fait ici. Donc, si jamais vous n'avez pas des données passées, et vous espérez faire 1 million de chiffre d'affaires, alors vous prenez les 1 million divisé, n'est-ce pas, par, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires qu'un vendeur devrait faire selon vous, selon les mêmes objectifs. Ça, c'est le premier cas de la, n'est-ce pas, la détermination de la taille de la force de vente basée sur l'existence d'une relation entre le chiffre d'affaires et le vendeur. Donc, voilà l'analyse finalement marginale. On est sur la méthode basée sur le chiffre d'affaires, si vous voulez, ou bien l'existence d'une relation. Donc, ici, il n'y avait pas de chiffres, il n'y avait pas de données en entreprise. Maintenant, lorsqu'il y a des données en entreprise, il faudrait utiliser la méthode des moindres carrés. Voilà. La méthode des moindres carrés. La méthode des moindres carrés. Donc, où nous avons l'équation qui est, n'est-ce pas, y égale à ax plus b. Où il faut calculer les paramètres a et b, et puis venir calculer, n'est-ce pas, y. Donc, lorsqu'il n'y a pas de données historiques en entreprise, alors on applique cela, on applique la méthode. Lorsqu'il n'y a pas de données historiques, on prend le chiffre d'affaires prévisionnel sur le chiffre d'affaires par vendeur. Et lorsqu'il y a des données historiques en entreprise, on passe par la méthode des moindres carrés, tout simplement. Où il faut assimiler le Y au chiffre d'affaires et X au nombre de vendeurs, tout simplement. Donc voilà, il est important de savoir les méthodes qui permettent de déterminer, n'est-ce pas, le nombre de vendeurs. La taille optimale de la force de vente, c'est le nombre de vendeurs nécessaires suffisant d'une entreprise. Et il y a 3 méthodes de détermination. Nous avons, n'est-ce pas, la détermination de la taille de la force de vente basée sur la charge de travail. Et ensuite,